Rencontre ce mardi 2 juillet entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, et Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC. Les deux personnalités ont discuté du renforcement de la formation de la police de proximité après le départ de la MONUSCO. Et puis, selon un rapport sur l'expansion du commerce entre l'Afrique et le Caraïbe, le Centre du commerce international propose des partenariats entre les deux régions pour faire face aux crises économiques mondiales afin d'augmenter les exportations annuelles de l'Afrique vers le Caraïbe. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit en titre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a pour la première fois reçu ce mardi 2 juillet dans son cabinet de travail Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC. Les deux personnalités se sont entretenues autour du renouvellement d'une collaboration étroite entre les États-Unis et la RDC, notamment sur le renforcement de la police congolaise. Selon Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC, cette rencontre s'inscrit également dans le cadre du renforcement du programme de formation de la police de proximité après le départ de la MONUSCO. Suivez. En fait, c'était un entretien une visite de courtoisie avec le nouveau ministre pour renouveler les contacts avec lui, pour le féliciter, mais aussi pour réitérer notre volonté de travailler très étroitement avec lui et toute son équipe. Nous gérons déjà un programme assez important d'assistance pour la police nationale, un programme de formation, un programme d'équipement, un programme pour aider la police de proximité. Nous avons parlé un peu de l'importance d'avoir un dispositif de police pour remplacer la MONUSCO à le départ de MONUSCO et nous étions, nous deux, totalement d'accord que ce que la population veut, c'est la présence de la sécurité civile pour sauvegarder la communauté. Donc voilà, c'était une très bonne discussion et nous, les États-Unis, nous sommes prêts à continuer cette assistance et nous attendons de renforcer cette collaboration. Merci. Prenons cette information en bref. Dans un communiqué publié le mardi 2 juillet 2024, le ministère de la Justice et Garde des Sceaux annonce la mise en place d'une nouvelle procédure de délivrance du certificat de nationalité qui sera désormais soumise à l'avis favorable de l'Agence nationale de renseignement ANER et la Direction générale de migration DGM. Selon le communiqué, cette nouvelle procédure vise notamment à lutter contre les infiltrations massives dues à la délivrance du dit certificat à des personnes n'ayant pas la nationalité congolaise. Sur ce, les services de l'ANER et de la DGM sont donc invités à vérifier rigoureusement sur toute l'étendue de la République que les demandeurs du certificat de nationalité ont effectivement la nationalité congolaise. Rendons-nous dans la province de l'Ituri dans le but de consolider des acquis de paix et promouvoir la cohabitation pacifique entre les populations civiles de Emanor et Lendutati. Un comité local mixte de suivi des engagements issus du dialogue inter-Lendutati et Emanor et Lendutati vient d'être mis en place à Mas. Médiation a été appuyée par l'administration militaire sous le commandement du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, pour l'évaluation. C'est le curé de la paroisse de Tron Ambé Inosa Kambere qui préside ces comités. Il a été compté par ces deux communautés pour diriger ces comités composés de 25 membres dont 12 Hemanor et 12 entre les Ndutats. Il sera secondé par des vice-présidents qui proviendront de ces deux communautés. La mise en place de ces comités est le résultat des consultations en Focus groupe effectuées en Blukwa et Masumbuku. Des entretiens avec les agents du système des Nations Unies retrouvés dans la zone ont été aussi menés pour faciliter cette mise en place. Ces comités locaux ont pour mission notamment d'organiser des dialogues de proximité en cas de conflit et alerter les autorités en cas de problème. Le comité local mixte de suivi aura comme mission de suivre les engagements pris lors du dialogue intercommunautaire, notamment
de promouvoir la culture des dialogues sincères et francs à tous les niveaux, d'organiser régulièrement les séances de sensibilisation et des dialogues intercommunautaires de proximité sur la paix et la cohabitation pacifique. Claudine Nzene, conseillère du gouverneur en charge des questions politiques, relations avec les communautés et citoyenneté, avait insisté sur la culture de la paix. Tabia ya kuongea na kupima kutengeneza maneno na washefu wenu biko hapa. Par la même occasion, l'administrateur policier du territoire de Djougou avait retiré la détermination de l'administration militaire dans la restauration de l'autorité de l'État, quoi qu'il en soit. Et vous le savez bien comment nous avions commencé notre procédure et jusqu'à ce moment ici où nous avions produit un comité. Et je demanderai à ce comité-là de travailler main dans la main. Oubliez vos communautés, mais cherchez plus l'intérêt de la population du territoire de Djougou. Des sources dans la zone affirment que ces dialogues Etra et Eter Lendoutas et Emanor étaient emportés au regard de l'influence dans la zone de ces deux communautés condamnées à vivre ensemble. Les souhaits ardents et légendaires du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. C'est le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Uboya Kashamadjouni, qui a facilité l'exécution de ces travaux. Revenons dans la ville de Kinshasa où le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a procédé lundi 1er juillet à la clôture de la session ordinaire de mars à l'Assemblée provinciale de Kinshasa au cours d'une plénière organisée dans cet organe délibérant. Il a rassuré au cours de la plénière la volonté ferme de l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'organiser une session extraordinaire afin d'installer les membres de l'exécutif provincial. Il a aussi interpellé ces nouveaux membres sur les défis qui les attendent, notamment la lutte contre le coulage de recettes publiques, la lutte contre l'insalubrité, la lutte contre le phénomène Kuluna. C'est un reportage de Patience Lokeke et de Giscard Tamba. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé ce lundi 1er juillet 2024 à la clôture de la session ordinaire de mars. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a condamné avec la dernière énergie tentative de coup d'État du 19 mai dernier. Il a en outre salué le travail parlementaire réalisé par les élus de la capitale qu'une session extraordinaire sera convoquée pour l'installation de l'exécutif provincial. Je me dois ici de rassurer à l'ensemble de l'opinion nationale et provinciale ce qui suit. La volonté pressante des députés provinciaux élus de Kinshasa de procéder à l'investiture des membres du gouvernement provincial de Kinshasa reste inébranlable et constitue une priorité de priorité pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a par ailleurs rappelé le nouveau gouvernement qui sera installé, le gouverneur de province, de travailler pour le bien-être des Kinois et surtout de tenir compte des priorités de la ville. Vous devez avoir à l'esprit que tous les indicateurs de la ville-province de Kinshasa sont dans un état piteux. L'insalubrité bat son plein, les routes fortement dégradées, les embouteillages et le phénomène Kuluna ont atteint le seuil de l'intolérable. Il a invité le nouveau gouvernement provincial à prêter et déposer dans le meilleur délai le projet des 10 portant reddition des comptes budgétaires de la ville de Kinshasa. Il faut signaler que la commission ECOFIN qui a été chargée de réaliser le projet de dotation budgétaire réaménagé de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'exercice 2024 a sollicité un délai supplémentaire de 10 jours pour faire un travail de fond. Je vous signale que nous allons recevoir un intervenant avec qui nous allons discuter sur la situation des élections en France. Mais tout d'abord, on va prendre cet élément. Les immigrés africains vivant en France doivent-ils s'inquiéter de la montée en puissance du Rassemblement national? Ce parti de l'extrême droite est arrivé en tête des élections législatives du dimanche dernier et rêve déjà de conquérir le Matignon. Retour sur les élections législatives en France dans ce reportage.
Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite peut gouverner. Les Français qui nous regardent ont une très belle illustration de la situation catastrophique à laquelle nous sommes rendus. Lors du premier tour des législatives, le Rassemblement national et ses alliés sont arrivés en tête, avec 33,2% des voix. Derrière lui, le nouveau Front populaire est à 28,1%, suivi du camp présidentiel à 21% et des Républicains, 4e, avec 10%. C'est la première fois, sous la 5e République, que l'extrême droite s'impose lors du premier tour des législatives. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Grand vainqueur de la soirée, Jordan Bardella s'est voulu rassurant avant le vote du second tour, tout en s'imaginant déjà à Matignon. Si les électeurs nous accordent une majorité absolue pour redresser le pays, j'entends être le Premier ministre de tous les Français, à l'écoute de chacune et de chacun. J'entends être un Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du Président de la République, mais intransigeant sur la politique que nous mettrons en œuvre au service de la France et au service des Français. Je l'ai annoncé avant de suivre ce reportage, nous avons un intervenant ce soir, il s'agit de Don Momat. Bonsoir Don Momat. Bonsoir Madame Damani. Alors avant d'en arriver aux questions proprement dites de notre échange sur les craintes des immigrés et même de certains Africains suite à la percée du Rassemblement national aux dernières législatives, alors dites-nous pourquoi le président Macron a organisé les élections presque à mi-mandat. Alors, il y a des raisons apparentes et non apparentes. Pour les raisons apparentes, la première, on peut évoquer justement une autre élection ou encore les élections législatives européennes qui se sont déroulées le 9 juin de cette même année, donc en 2024. Et là, le Rassemblement national a obtenu 31% de voix, loin devant Renaissance, le parti de Macron, qui a obtenu 14,6% des suffrages. C'est d'ailleurs le même jour que le président Macron a annoncé l'organisation des élections législatives anticipées en France. Mais il y a une autre raison, c'est que depuis le second mandat de Macron, Emmanuel Macron, il ne dispose pas d'une majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, ce qui fait que tout le temps, le président ou son parti a dû faire des compromis, voire des compromissions avec le LR, qui est un autre parti, qui n'est ni dans l'opposition, ni dans la majorité, pour faire passer de lois. Et quand il n'y avait pas ces compromis ou ces compromissions entre Renaissance et le LR, le président Macron recourait à un des articles de leur constitution, qui est l'article 49.3, qui veut que les lois peuvent être adoptées sans le vote des députés. Elisabeth Borne a pratiquement recouru à cet article à 23 reprises, ce qui l'a d'ailleurs propulsé à la deuxième position sur le podium des premiers ministres ayant recouru à cette disposition. Et donc, avec tout ça, cela a un peu entaché l'image du président. Il passe en quelque sorte pour un dictateur, puisque on a l'impression qu'il n'y a plus de débat au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, on en vient déjà aux raisons non apparentes. On est déjà dans les causes non apparentes, en fait. Et donc, pour changer, donner une autre image de lui, ce qu'on ne dit pas, Emmanuel Macron a voulu organiser donc ces élections. Ça sert aussi à placer un peu, pour certains analystes en tout cas, Emmanuel Macron a voulu organiser ces élections pour que, effectivement, le Rassemblement national, via Jordan Bardella, puisse accéder au pouvoir et donc à la primature, ce qui va démontrer en réalité leur incompétence ou leur impréparation. Parce que je peux vous rappeler que Jordan Bardella, que nous voyons là, n'a que 28 ans et d'après certaines indiscrétions, il n'a travaillé dans toute sa vie qu'un mois dans une entreprise familiale. Et donc, si la stratégie de Macron a réussi, c'est qu'au finish, en 2027, les élections vont se retourner contre le Rassemblement national. Au fait, les gens vont voter contre le Rassemblement national, ce qui permettrait à ces partis de Marine Le Pen de ne pas prendre le pouvoir suprême et donc d'accéder à la présidentielle. Donc, il y a
toutes ces raisons-là qui ont fait que le président Macron s'est décidé d'organiser les élections qui étaient pour beaucoup un pari risqué pour lui. Et ça s'est confirmé. Mais c'est quand même un événement historique de voir justement le Rassemblement national être en tête justement de ce premier tour des élections. Mais qu'est-ce qui explique justement la montée en puissance du Rassemblement national? Alors, il y a d'abord la peur de la mondialisation. En fait, c'est un mouvement c'est un vent qui souffle dans pratiquement tous les 27 pays d'Europe. Vous avez vu l'extrême droite monter en puissance dans des pays comme le Pays-Bas récemment, l'Allemagne, l'Autriche ou encore l'Italie. En fait, de nos jours, les Européens se sont assez ouverts au monde qu'ils estiment que c'est le moment pour eux de se replier sur eux-mêmes. C'est la première raison. La deuxième raison que l'on peut évoquer ici, on n'en parle pas qu'en Afrique, mais il faut savoir aussi qu'en Europe, la question du pouvoir d'achat fait débat. Selon un sondage qui avait été réalisé en 2024, en début de l'année 2024, par Ipsos, 62% des Français disent avoir frôlé de tomber dans la précarité et donc dans la pauvreté. Donc, c'est un élément qui demande, en fait, qui incite les gens à vouloir le changement. Et vous savez, dans tout, lorsque des choses comme ça arrivent, on cherche un bouc émissaire. Et le bouc émissaire que le Rassemblement national a offert aux Français, c'est l'étranger, ou on va le dire de manière assez polie, ou assez diplomatique, c'est l'immigration. Voilà qui fait que 80% selon le sondage des gens qui ont voté pour le Rassemblement national ont voté d'abord pour la question de l'immigration. Justement, en parlant de l'immigration, justement, on a parlé des mesures. Il y a des mesures phares que le Rassemblement national mettra en place justement sur cette question d'immigration. Alors, est-ce que vous pouvez nous énumérer un peu ces mesures-là qui dérangent un peu parce que les Africains se sentent un peu visés justement par rapport à ces mesures? Ils se sentent un peu visés et il y a quand même une contradiction. Avant de répondre à votre question, pour faire un petit point, en 2022, selon le sondage qui avait été réalisé, en France, il y avait plus ou moins 67 millions de personnes. 7 millions seulement étaient des immigrés. Et parmi les 7 millions, 2 millions à peu près avaient déjà acquis la nationalité française. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on a plus ou moins 5 millions d'étrangers. C'est quand même bizarre que ce soit eux qui constituent le bouc émissaire. Mais parlons des mesures qui comptent mettre en œuvre le Rassemblement national. C'est d'abord d'accélérer les procédures d'expulsion des étrangers sans papier qui ont été reconnus coupables pour des crimes ou des délits. Mais il y a d'autres mesures encore plus graves, telles que le fait de refuser aux binationaux d'accéder aux emplois dits sensibles. D'autres mesures en rapport avec la santé, c'est par exemple de ne pas donner toute la palette de soins, des soins gratuits qu'on accorde aux gens qui sont sans papier. Donc voilà quelques-unes des mesures que compte mettre en place le Rassemblement national une fois qu'il aurait conquis le Parlement, disons l'Assemblée nationale française. Et très rapidement pour chuter, est-ce que les Africains et les immigrés en France ont-ils à craindre par rapport à cette prise de pouvoir du Rassemblement national? Alors, ce qui est vrai est qu'il y a des craintes ça et là, avec toutes les mesures que le Rassemblement national en œuvre, il y a certes des craintes, mais il faut quand même relativiser tout cela. Pourquoi? Parce que la France opère dans une sorte de ce qu'on appelle vase parlementaire, comme en RDC d'ailleurs. Une loi, lorsqu'elle est votée au Parlement, doit également être votée au Sénat. Or, au Sénat, le Rassemblement national ne dispose que de 3 sénateurs. Donc, elle est minoritaire au niveau du Sénat. Autre chose, puisque parmi les mesures, c'est aussi d'expulser les étrangers. Cela demanderait à ce qu'il y ait un accord entre l'expulsé et l'expulseur, si on peut le dire ainsi, ce qui ne serait pas facile, puisque les gens qui sont
destinés à être expulsés peuvent recourir à des avocats, ce qui rallongerait la procédure en justice, la procédure judiciaire. Il y a également le fait que ce qui ferait en sorte que cette mesure ne soit, les craintes ne soient vraiment pas très fondées. Au fait, en Italie, on a vu, lorsque Giorgia Meloni a accédé au pouvoir en octobre 2022, elle est presque avec les mêmes idées, mais ça n'a pas marché puisque il y aura aussi ce qu'on sait aujourd'hui, les droits humains et tout, qui vont faire en sorte que au finish, ils n'auront pas... ces mesures-là. Oui. Oui, ça c'est pour les immigrés. Alors, parlons maintenant sur le plan diplomatique de la France aux pays africains. Alors, certains analystes estiment que, puisque les membres du Rassemblement national sont des souverainistes, c'est qu'il y aura enfin une coupure ou bien l'effondrement de la France-Afrique. De notre part, nous estimons qu'il faut encore relativiser tout cela, puisque vous vous souviendrez, par exemple, pour le cas de François Hollande, il avait promis la fin de la France-Afrique. Cela n'est jamais arrivé. Pour aussi une autre raison, c'est que la France traite avec le pays africain, du moins francophone, dans le cadre de l'OIF. Et aussi, la France traite avec le pays africain d'organisation à organisation comme membre de l'Union européenne, avec l'Union africaine, avec d'autres organisations que vous connaissez. Et pour des raisons sécuritaires également, aujourd'hui, par exemple, on pense que c'est que vend le rassemblement, que voilà, il y aura la fin du néocolonialisme qui va se traduire par la fin du franc CFA ou la fin de la présence de base française en Afrique. Imaginons un seul instant que la France ne dispose pas de ces droits qu'elle a aujourd'hui sur le franc CFA. Qu'adviendra-t-il à la France? Qu'adviendra-t-il? De quoi sera fait l'avenir de la France si elle n'a plus de base en Afrique? À Djibouti, par exemple, qui est une position stratégique entre la Méditerranée et l'océan, et aujourd'hui, tout ce qu'on sait comme mouvement dans la Méditerranée. Et donc, il faut, pour tout ça, essayer de relativiser. Voilà, merci beaucoup, Domomat. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons avec l'actualité pour parler sport. Le tout-puissant Mazembe participera au tournoi international CECAFA Kagame Cup 2024 organisé par le Conseil des associations de football de l'Afrique de l'Est et centrale. La direction du team noir et blanc de Lubumbashi a finalement accusé réception de l'invitation envoyée par l'organisateur. Les Corbeaux prendront part à cette compétition régionale africaine des clubs qui se déroulera du 6 au 22 juillet 2024 en Tanzanie, précisément à Zanzibar, si l'organisateur accède à ces conditions. Blaise Kouzola pour les détails. Plusieurs clubs africains sont attendus à Zanzibar en Tanzanie du 20 juillet au 4 août 2024 pour la nouvelle édition de la CECAFA Kagame Cup. Dans la liste de 16 formations invitées à cette compétition qui concerne les fédérations du centre et de l'est de l'Afrique figurent les TP Mazembe, les Nyassa Big Bullet du Malawi et les Reds Awards de la Zambie qui y seront comme des autres. Suite au conflit diplomatique contre le Rwanda et la République démocratique du Congo, plusieurs sportifs estiment que Mazembe ne peut pas participer à cet événement où Paul Kagame, le président rwandais, est le sponsor numéro 1. Le dirigeant du TP Mazembe pense le contraire. Nous venons de recevoir l'invitation de la CECAFA Kagame Cup et nous avons accusé réception de cette invitation, mais les dates mentionnées dans l'invitation parlent du début juillet pour le démarrage de la compétition, pendant que nos joueurs seront encore en vacances, explique Héritier Yindula, membre de la direction de communication des Mazembe. Et de renchérir en disant « Nous avons répondu à la CECAFA Kagame Cup à leur disant que s'ils modifient la date du démarrage de la compétition en reprogrammant cela au début du mois d'août, le TP Mazembe va participer sans aucun problème. Ça va nous permettre de nous préparer pendant 2 semaines à Lubumbashi et puis 2 autres semaines de préparation en jouant la CECAFA Kagame Cup à Zanzibar, en Tanzanie ou dans un autre pays. Le TP Mazembe a donné son faveur pour jouer cette compétition à condition que l'organisateur modifie les calendriers. Une réaction qui va faire jaser auprès de l'opinion publique. Mais cela est difficile que l'organisateur modifie son calendrier pour un seul club. D'autres dans le mouvement sportif laissent entendre que c'est un refus stratégique de disputer cette compétition. Wait and see.
Toujours dans le même chapitre, la reprise du championnat de handball Kinshasa interviendra le mercredi 3 juillet 2024 au gymnase du stade de martyrs de la Pentecôte. L'annonce a été faite par le premier vice-président de cette entité, Tom Kisenda Matondo, ce lundi 1er juillet 2024. Ce dernier s'est également projeté sur la CAN féminine de handball qui aura lieu en novembre de cette année à Kinshasa. Suivez-le dans cet extrait choisi par Blaise Kouzola. Nous avons relancé les activités de la Ligue de handball de Kinshasa, et cela sous l'impulsion du président de la Fédération de handball, M. Amos Mbayo. Et le championnat a déjà été lancé. Nos amis de Lubumbashi viennent aussi de relancer le championnat provincial de handball à Lubumbashi. Et nous avons eu arrêté juste pour retracer quelques éléments administratifs. Et déjà, là, le championnat redémarre déjà, et avec les clubs qui sont en vue. Et aussi, ça nous permet surtout de pouvoir faire asseoir certaines choses du fait que le handball à Kinshasa n'était plus en vue, compte tenu de certaines difficultés. Le championnat est déjà en train d'être joué. Déjà ce mercredi, nous aurons des matchs, et le samedi et le dimanche également. Et puis la semaine prochaine, nous continuons nos activités normalement dans le gymnase du stade de Martyrs, et c'est là que se jouent tous nos matchs. C'est une grande joie, pourquoi? Puisque c'est une première, c'est la première fois que notre pays va pouvoir recevoir une telle grande activité. Dans aucune autre discipline sportive, ça a déjà été fait. Donc le handball, ça sera la première fois qu'une Coupe d'Afrique de Nations soit organisée ici dans notre pays. Vous suivez bel et bien la grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. On va faire place à présent à la page internationale. Je l'avais dit au sommaire, le financement et les investissements dans les domaines stratégiques et de croissance devraient stimuler l'intégration régionale et le développement entre l'Afrique et le Caraïbe, selon les experts. L'Afrique représente actuellement 17% de la population mondiale. Selon les experts, l'Afrique représente actuellement à 17% de la population mondiale, mais seulement à 6% de l'approvisionnement énergétique mondial. Le rapport du Centre de commerce international sur l'expansion du commerce entre l'Afrique et le Caraïbe souligne également la nécessité de partenariats pour faire face à ces crises économiques mondiales afin d'augmenter les exportations annuelles de l'Afrique vers le Caraïbe jusqu'à 54% d'ici 2026. Rachel Missenga. En promouvant le développement et l'intégration régionaux, les exportations de marchandises de l'Afrique vers le Caraïbe devraient augmenter de 171 millions de dollars d'ici 2026, soit une augmentation de 54% par rapport au niveau de 2020. Les dirigeants africains appellent à une augmentation du financement et les investissements ainsi qu'à l'élaboration des politiques visant à renforcer les secteurs énergétiques, à lutter contre le changement climatique et à stimuler le développement du secteur privé. En investissant dans les domaines stratégiques et de croissance, les Caraïbes devraient augmenter leur exportation de marchandises vers l'Afrique de 80 millions de dollars, soit 29%. La ZLECAf incarne également un engagement fort en faveur d'une Afrique unie et prospère et des États de la CARICOM. En éliminant les barrières infrastructurelles et financières, l'Afrique et les Caraïbes sont en mesure de créer un environnement économique solide qui bénéficiera bien sûr à tous les citoyens selon les experts. Les partenariats ITC-Afreximbank à travers des initiatives telles que les conseils des entreprises et de programmes de formation sur la façon d'exporter avec la ZLECAf représentent une étape importante vers la réalisation d'une situation où le partenariat peut servir de pont entre le continent africain et sa diaspora dans les pays de Caraïbes.
Et puis les très petites et moyennes entreprises TPME jouent un rôle majeur dans le développement socio-économique du Togo. Les données du ministère du Commerce révèlent que 75% des emplois dans les secteurs privés sont générés par ce segment. Conscient de ce potentiel, le gouvernement accroît son appui aux TPME afin d'augmenter leur contribution dans l'économie nationale. Toujours avec Rachel Missing. Les très petites et moyennes entreprises jouent un rôle clé dans le développement socio-économique durable du Togo. Selon le ministère du Commerce, ces segments constituent plus de 90% du tissu économique national. Les TPME contribuent à hauteur de 40% au PIB togolais et génèrent 60% des emplois. Les données du ministère révèlent que 70% des emplois dans les secteurs privés sont générés par l'ensemble de TPME et qu'en moyenne, une TPME crée 3 emplois. Les TPME restent au cœur de l'action du gouvernement. Des mesures sont prises pour accompagner ces entreprises afin d'augmenter leur contribution dans l'économie nationale. Une nouvelle charge des TPME a été adoptée en 2021, définissant ainsi les cadres de mesures incitatives pour la promotion de ces entités. Ces dispositifs des chiffres d'affaires des TPME devraient être compris entre 5 millions de francs CFA et 1 milliard de francs CFA. De plus, en 2022, les pays sont dotés d'une agence nationale de développement de TPME visant à piloter les initiatives en faveur de celles-ci. Dans un contexte où le Togo mise sur les secteurs privés pour la croissance de son économie, le gouvernement veut adapter son appui à ces segments au nouvel environnement économique. L'objectif étant de renforcer la compétitivité du secteur privé. Malgré la hausse des crédits accordés aux TPME, les niveaux de financement restent en deçà des attentes des entrepreneurs et de l'État vis-à-vis des établissements financiers selon le gouvernement. Madame, Messieurs, à présent, nous allons faire la lecture des différents journaux qui ont paru aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Bonsoir, bienvenue à cette revue de presse. Le journal paru dans la ville de Kinshasa, c'est mardi 2 juillet 2024, sont revenus sur les actualités ci-après, avec Info 27 qui a titré « Récupération des localités occupées, la recette des élus du Nord Kivu présentée à Jacquemain Chabani. La défense et la préservation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo constituent une préoccupation nationale majeure. Sous l'autorité du chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, tous les Congolais se mobilisent et sont prêts à contribuer à la reconquête des territoires occupés par le Rwanda par les biais de ses supplétifs du M23. C'est dans ces contextes qu'a eu lieu la réunion à Kinshasa le lundi 1er juillet où les députés nationaux élus du Nord Kivu ont partagé leurs réflexions avec Jacquemain Chabani, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, décentralisation et des affaires coutumières. Selon ces parlementaires, les discussions abordées visaient à permettre l'armée congolaise de reprendre le contrôle de zones occupées par le M23. Autre sujet, enfin, le cri de Miguel Cachal Katem porte fruit. La société Sandvik DRC devient éligible à la sous-traitance après l'ouverture de son capital au Congolais, titre La Prospérité. C'est en vertu de l'application de l'article 16 de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 portant règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés que la société Sandvik International vient d'ouvrir son capital à un Congolais, personne physique qui désormais détient 51% des parts sociales dans la filiale de cette entreprise. Cette acquisition de parts par M. Jean-Sylvain Duga, un citoyen congolais, est une conséquence directe de l'appel à la conformité à la loi sous la sous-traitance lancé par le directeur général de l'ARSP et ses collaborateurs afin de matérialiser la vision du chef de l'État portant sur la création de riches Congolais à travers les activités de la sous-traitance. Forum des As, titre, CESAC, Lité Akanda et les pasteurs Baraka Mogusho interdits de passer aux médias pendant 70 jours. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC vient d'annoncer la suspension de 2 personnalités médiatiques congolaises, Aimé Madiadia alias Lité Akanda et les pasteurs Baraka Mogusho pour une durée de 70 jours. Ces suspensions font suite à des propos et des comportements jugés inappropriés par les régulateurs des médias en République démocratique du Congo. Le couperet est tombé après que Lité Akanda, comédien de renom, ait déclaré en pleine émission avoir pris plaisir à visionner une sextape d'une chanteuse
allant jusqu'à faire l'apologie de propos jugés inacceptables par les CESAC qui reprochent à l'artiste de promouvoir la culture des sextapes comme un repas quotidien indispensable. De son côté, le pasteur Baraka Mugisho, figure religieuse respectée, n'a pas échappé à la sanction. Dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux, il s'est laissé aller à des injures contre ses détracteurs, un comportement indigne selon le régulateur. Bonsoir. C'est la fin de ce journal, place au rappel des titres. Rencontre ce mardi 2 juillet entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacqueline Chabani et Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC. Les deux personnalités ont discuté du renforcement de la formation de la police de proximité après le départ de la MONUSCO. Et puis, selon un rapport sur l'expansion du commerce entre l'Afrique et les Caraïbes, le Centre du commerce international propose des partenariats entre les deux régions pour faire face aux crises économiques mondiales afin d'augmenter les exportations annuelles de l'Afrique vers le Caraïbe. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.